il y a beaucoup un peu avec un instinct animal, il y a une sorte de prescience des... Bienvenue sur Icônes un silence, le lieu où nous écoutons les échos du passé pour découvrir les vérités cachées derrière les légendes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'un homme qui a choisi de partir dans le fracas de la vérité plutôt que dans le confort du silence. Le 6 décembre 2017, la France entière semblait s'arrêter lorsque Johnny Hallyday a rendu son dernier souffle. Le pays était noyé sous les larmes. Des fleurs blanches recouvraient les Champs-Élysées et des millions de fans pleuraient la disparition d'une idole nationale. Pourtant, loin de cette agitation sur les terres volcaniques et isolées d'Auvergne, un homme ne pleurait pas. Il affichait même un sourire glacial. Alors que le monde entier glorifiait ce symbole sacré, Jean-Louis Murat a osé briser cette atmosphère de deuil national par une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe, affirmant que cette disparition était presque un soulagement pour la musique. Il était le seul à oser se tenir debout face au vent, le seul à oser nommer le vide qui se cachait parfois derrière les projecteurs les plus éblouissants. Sous les feux de la rampe, Jean-Louis Murat a longtemps été célébré comme le cow-boy romantique, l'artisan raffiné du rock français dont les mélodies mélancoliques ont bercé toute une génération. Mais derrière ces chansons d'amour se cachait un cœur plein de cicatrices et une mémoire implacable qui n'oubliait aucune trahison. Pourquoi un artiste aussi talentueux a-t-il choisi de devenir l'ennemi public numéro 1 du show business dans les dernières années de sa vie? Était-ce simplement de l'amertume ou la jalousie d'une star déchue comme certains journaux aimaient le prétendre? La réponse est bien plus complexe et douloureuse. Si vous pensez qu'il n'était qu'un provocateur cherchant désespérément de l'attention, vous vous trompez lourdement. La colère de Jean-Louis Murat ne date pas de ses propos chocs sur les idoles populaires. Elle prend racine dans une blessure bien plus profonde, un serment secret qu'il avait signé avec sa propre âme le jour où il a compris le prix exorbitant de la célébrité. Avant de nous quitter brusquement en mai 2023, Jean-Louis Murat a eu le temps de pointer du doigt ceux qu'il considérait comme les fossoyeurs de l'art véritable. Il est parti sans emporter le moindre regret, sauf peut-être celui de ne pas en avoir dit assez. Comment un jeune homme sensible, amoureux de la poésie, s'est-il transformé en ce loup solitaire, prêt à montrer les crocs face au monde entier? Pour comprendre cette ultime révolte, nous ne devons pas regarder vers les scènes parisiennes scintillantes, mais nous devons remonter le temps vers une campagne rude et silencieuse, là où la solitude a forgé un esprit qui ne s'est jamais incliné devant personne. Pour comprendre la violence de son rejet final, il faut d'abord mesurer la hauteur du piédestal sur lequel la France l'avait placé. L'histoire bascule véritablement au tournant des années 90, une époque où l'industrie du disque était encore une machine toute puissante, capable de fabriquer des dieux en quelques semaines. Si Jean-Louis Murat avait déjà attiré l'attention avec des titres provocateurs comme « Suicidez-vous, le peuple est mort », c'est une rencontre inattendue qui va le propulser dans la stratosphère de la célébrité, une rencontre qui scellera son destin public autant que son malheur privé. Tout se cristallise en 1991 avec une chanson qui hante encore la mémoire collective, Regret. Imaginez le tableau, nous sommes à Budapest dans un décor de cimetière enneigé et Jean-Louis Murat, ce chanteur à la beauté sombre et mystérieuse, croise la voix avec Mylène Farmer, l'icône absolue de la pop française. Ce duo n'était pas seulement un succès commercial, c'était une alchimie parfaite entre deux âmes qui semblaient partager la même mélancolie. La France entière est tombée sous le charme de ce couple musical fantomatique. Avec ce titre, Murat n'était plus seulement un artiste confidentiel apprécié des critiques, il devenait soudainement une star grand public, invité sur tous les plateaux de télévision, adulé par des millions de personnes qui voyaient en lui le poète maudit idéal, romantique et inaccessible. L'album Cheyenne Automne, sorti peu de temps auparavant, est alors redécouvert et célébré comme un chef-d'œuvre absolu. Avec sa voix traînante qui semblait toujours murmurer des secrets à l'oreille de l'auditeur, Jean-Louis Murat incarnait une forme d'élégance désespérée qui fascinait le public. On le voyait comme un héritier moderne des grands poètes, un homme capable de transformer la boue de l'Auvergne en or musical. Les magazines se l'arrachaient, les photographes voulaient capturer ce regard perçant
commerçant qui semblait toujours regarder ailleurs, loin des paillettes de Paris. C'était l'époque dorée où chaque concert affichait complet, où chaque apparition était guettée comme une révélation. Il était devenu, presque malgré lui, l'amant imaginaire d'une nation en quête de profondeur. Pourtant, au cœur même de ce triomphe, quelque chose commençait déjà à se fissurer. Alors que les foules scandaient son nom et que les disques d'or s'accumulaient, Jean-Louis Murat ressentait un froid glacial l'envahir. Il se retrouvait piégé dans un rôle qu'il n'avait jamais voulu jouer, celui du chanteur de charme, du dandy parisien qu'il n'était pas. Il voyait l'industrie du spectacle non pas comme un vecteur d'art, mais comme une usine affamée, prête à dévorer l'âme de ses créateurs pour vendre du papier glacé. Les sourires des producteurs, les poignées de main des directeurs de labels, tout cela lui apparaissait soudainement comme une vaste mascarade. Il commençait à réaliser que pour rester au sommet, il fallait accepter de porter un masque, de sourire sur commande et de taire sa véritable nature sauvage. C'est précisément à cet instant, au sommet de la gloire, alors que tout le monde le croyait comblé, qu'il aperçut pour la première fois les barreaux dorés de sa prison. Il a compris que cette lumière qu'il avait tant cherchée n'était pas celle du soleil, mais celle artificielle et brûlante des projecteurs qui aveuglent avant de tuer. Et c'est dans l'ombre de ce succès écrasant que les premières graines de la révolte ont été semées, préparant le terrain pour une guerre qu'il allait bientôt déclarer au monde entier. Tandis que le grand public continuait de projeter sur lui ses fantasmes de chanteur idéal, en coulisses, Jean-Louis Murat étouffait. La célébrité, loin d'être une libération, s'est révélée être un pacte faustien dont il a très vite voulu déchirer les pages. Ce que les fans ne voyaient pas, c'était la pression constante, insidieuse et brutale d'une industrie qui ne cherchait pas à produire de l'art, mais à cloner des succès. On lui demandait de sourire davantage, d'être plus lisse, de reproduire la magie de regret à l'infini, bref, de devenir un produit de consommation courante prêt à être digéré par la masse. C'est durant ces années de gloire apparente que le fossé s'est creusé de manière irréversible entre l'homme et le milieu. Murat a commencé à ressentir une véritable nausée physique face à l'hypocrisie parisienne. Il assistait à des dîners mondains où les artistes se félicitaient entre eux pour des œuvres qu'ils jugeaient médiocres. Il voyait des légendes vivantes se compromettre pour quelques minutes d'antenne et il a compris avec horreur qu'on attendait de lui la même docilité. Pour lui qui avait grandi dans la rudesse honnête des montagnes d'Auvergne, ce monde de faux-semblants était insupportable. Il a vu des producteurs traiter la musique comme on vendrait de la lessive, cherchant le refrain facile qui passerait en boucle dans les supermarchés, une approche qu'il méprisait de tout son être. Le point de rupture n'a pas été un événement unique, mais une accumulation de dégoût. Il a réalisé que pour survivre en tant qu'homme, il devait tuer la star qu'il était en train de devenir, alors que d'autres auraient tué pour garder leur place au sommet. Murat a fait l'impensable. Il a choisi de mordre la main qui le nourrissait. Il a commencé à refuser les règles du jeu, à saboter sa propre image de gendre idéal lors des interviews, lançant des pics acerbes qui faisaient trembler les attachés de presse. Il ne voulait pas être un chanteur de variété, ce terme qu'il prononçait comme une insulte. Il voulait être un artisan, un ouvrier de la chanson, libre de ses mouvements et de ses paroles. Cette période marque le début de son exil volontaire, non seulement géographique mais spirituel. Il a tourné le dos aux paillettes de la capitale pour se retrancher dans ses terres natales, transformant sa ferme en forteresse contre la bêtise ambiante. Mais ce retrait n'était pas une capitulation, c'était une préparation à la guerre. En s'éloignant du système, il a aiguisé son regard critique, observant de loin ce cirque médiatique avec une lucidité impitoyable. Il a vu ses contemporains, ceux-là même qui occupaient les premières places du top 50, devenir des marionnettes sans âme. Et c'est là, dans le silence de ces montagnes, que la tristesse s'est muée en une colère froide, une colère qui allait bientôt exploser au visage de ceux qu'il considérait comme des traîtres à la cause artistique. Il n'était plus seulement un chanteur mélancolique, il devenait le juge impitoyable d'une époque qu'il jugeait décadente.
C'est alors que le poète s'est transformé en guerrier et la mélancolie a laissé place à une fureur destructrice. Le moment de rupture définitive, celui qui a fait basculer son image de celle d'un artiste exigeant à celle d'un paria détesté, est survenu lorsque Jean-Louis Murat a décidé de briser l'omerta qui règne dans le milieu feutré de la musique française. Il ne s'est pas contenté de critiquer un système abstrait, il a commis l'impensable, il a donné des noms, il a visé des têtes, et pas n'importe lesquels. Il a osé toucher aux intouchables, comme étant ce que beaucoup ont considéré comme un véritable suicide médiatique en direct. Le scandale a atteint son paroxysme lorsqu'il s'est attaqué à la statue du commandeur Johnny Hallyday. Alors que la nation était en deuil, unie dans une communion presque religieuse, Murat a refusé de s'agenouiller. Avec une froideur chirurgicale, il a qualifié cette idole nationale de roi des beaufs, affirmant que son règne avait été une chape de plomb culturelle qui avait étouffé toute créativité véritable pendant des décennies. Ce n'était pas une simple pique, c'était une déclaration de guerre contre le goût populaire. Il savait qu'en prononçant ces mots, il se mettait à dos des millions de Français, mais il s'en moquait éperdument. Pour lui, la vérité, aussi brutale soit-elle, valait mieux que le consensus hypocrite des hommages télévisés. Mais sa liste noire ne s'arrêtait pas là. Il a également dirigé ses foudres vers Jean-Jacques Goldman, la personnalité préférée des Français, l'homme qui transforme tout ce qu'il touche en or. Là où le public voyait du génie et de l'humilité, Murat voyait de la manipulation et de la platitude. Il a dénoncé une musique qu'il jugeait conçue pour le confort, une musique de supermarché qui endort les consciences au lieu de les éveiller. Il méprisait cette recherche du plus petit dénominateur commun qui, selon lui, nivelait l'art par le bas. Il se voyait comme le dernier gardien d'un temple profané, seul contre une armée de marchands. La réaction fut immédiate et violente. Les médias, qu'il avait encensés autrefois, se sont retournés contre lui avec une férocité inouïe. On ne l'invitait plus pour parler de ses albums, mais pour le voir déraper, pour le regarder s'enfoncer dans son rôle de vieux grincheux, aigri et jaloux. Il est devenu l'homme à abattre, la caricature de l'artiste prétentieux qui crache dans la soupe. Le public s'est senti insulté, trahi par celui qu'il avait aimé pourtant. Au milieu de ce lynchage, Jean-Louis Murat n'a jamais baissé les yeux. Il a accepté sa solitude comme une médaille, persuadé que l'histoire lui donnerait raison, persuadé que ses idoles aux pieds d'argile finiraient par s'effondrer sous le poids de leur propre vacuité. Il avait perdu l'amour des foules, c'est certain, mais il avait regagné quelque chose de bien plus précieux à ses yeux, sa liberté totale de dire non. Au crépuscule de sa vie, alors que la plupart des hommes cherchent à s'apaiser et à faire la paix avec leur passé, Jean-Louis Murat a fait le choix inverse. Il a décidé de transformer ses dernières années en une charge héroïque et désespérée. Isolé dans sa ferme auvergnate, loin des salons parisiens qui l'exécraient, il n'était pas un vieillard aigri attendant la mort, mais un volcan encore en activité, prêt à une dernière éruption. Jusqu'à la fin, il a refusé de jouer le jeu des regrets polis ou des réconciliations de façade. Dans ses ultimes entretiens, il n'a pas cherché à adoucir son image, au contraire, il a gravé ses convictions dans le marbre avec une lucidité effrayante. C'est dans cette période finale, entre 2020 et 2023, que sa parole est devenue la plus tranchante, comme s'il sentait l'urgence de dire tout ce qui devait être dit avant que le rideau ne tombe. Il a pointé du doigt non seulement des individus, mais tout un système qu'il jugeait coupable de haute trahison envers l'art. Il n'a jamais pardonné à ceux qui ont transformé la musique en une industrie du vide, à ceux qui ont préféré le confort de l'argent à la prise de risques poétiques. Il parlait avec la liberté totale de celui qui n'a plus rien à perdre, ni contrat, ni réputation, ni amis influents. Il a nommé ses démons, il a désigné les architectes de la médiocrité ambiante, affirmant haut et fort qu'ils ne s'assieraient jamais à leur table. Ce refus obstiné de pardonner n'était pas de la haine, c'était une forme de pureté radicale. Pour lui, pardonner à ce système aurait signifié trahir l'enfant qu'il avait été, cet enfant qui croyait que la chanson pouvait changer le monde, ou du moins sauver une âme. Il est resté fidèle à cette promesse jusqu'au bout,
continuant à sortir des albums à un rythme effréné, comme pour prouver que la vraie création ne se plie jamais aux règles du marketing. Chaque nouvelle chanson était une preuve de vie, un pied de nez à une époque qu'il avait déjà enterrée. Il savait qu'il était devenu inaudible pour la grande masse, mais cela ne l'a jamais fait taire. Au contraire, le silence autour de lui ne faisait qu'amplifier la force de son cri. En mai 2023, la mort l'a surpris chez lui, dans cette Auvergne qu'il n'a jamais voulu quitter. Il est parti sans avoir signé d'armistice, sans avoir retiré un seul mot de ses critiques acerbes. Il n'a pas cherché l'absolution du public, ni celle de ses pairs. Il est mort debout, fidèle à sa légende de cow-boy solitaire, emportant avec lui sa liste de noms et ses colères sacrées. Il nous a laissé avec cette image indélébile, celle d'un homme qui a préféré être détesté pour ce qu'il était vraiment, plutôt que d'être aimé pour ce qu'il n'était pas. C'était là son ultime victoire, avoir gardé jusqu'à la dernière seconde la maîtrise absolue de son destin et de sa parole. L'histoire de Jean-Louis Murat dépasse largement le cadre de la simple biographie d'un chanteur controversé. Elle résonne en nous comme une parabole moderne sur le prix de l'intégrité. En refusant de plier l'échine, en acceptant d'être le méchant de l'histoire pour ne pas trahir sa propre vérité, il nous tend un miroir dérangeant. Dans une société où l'image est reine, où le consensus est devenu une dictature douce et où la peur de déplaire nous pousse souvent au silence, sa voix discordante nous manque déjà cruellement. Il incarne cette part de nous-mêmes que nous avons souvent étouffée, cette envie de dire non, de rejeter les compromis médiocres et de vivre selon nos propres règles, quel qu'en soit le coût social. Aujourd'hui, alors que le silence est retombé sur les volcans d'Auvergne, que reste-t-il de ces fureurs et de ces listes noires ? Il reste l'œuvre d'un homme qui a considéré que l'art était une affaire de vie ou de mort, pas un divertissement. Ses attaques contre Johnny Hallyday ou Jean-Jacques Goldman n'étaient pas des caprices d'enfants gâtés, mais des signaux d'alarme tirés par un artiste qui voyait son monde s'effondrer. Il nous force à nous poser cette question brutale. Sommes-nous prêts à être détestés pour rester libres, ou préférons-nous être aimés en portant un masque ? Avons-nous encore la place dans notre monde aseptisé pour les loups solitaires qui refusent de hurler avec la meute? Jean-Louis Murat n'a pas cherché le pardon et il n'en a pas donné. Il est parti comme il a vécu, sans filtre et sans filet de sécurité. Son héritage n'est pas seulement musical, il est moral. C'est le rappel constant que derrière chaque icône fabriquée par l'industrie, il y a des silences qu'il faut baisser, qu'il faut briser et des vérités qu'il faut avoir le courage d'entendre. Il nous a montré que la solitude est parfois le prix à payer pour ne pas perdre son âme. Merci d'avoir écouté cette histoire sur Icônes un silence. Si le courage de Jean-Louis Murat a réveillé quelque chose en vous, ou si vous pensez que la vérité mérite d'être dite même lorsqu'elle blesse, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres destins hors du commun. Dites-nous en commentaire, selon vous, Murat était-il un génie incompris ou un provocateur nécessaire ? Nous continuerons ensemble à explorer les zones d'ombre de la lumière. À très bientôt.